Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et bienvenue au sommaire de cette émission, les vraies voix qui font rouler la France. Le rapport 2024 de l'Association des constructeurs auto européens qui révèle que le parc de l'Union européenne vieillit avec un moyenne d'âge pour les voitures de 12,3 ans, ce qui ralentit l'adoption des voitures forcément électriques qui représentent aujourd'hui seulement 1,2% du parc total. On en reviendra aussi sur les projets de réindustrialisation de la France. Et pour ce faire, notre invité Bruno Millienne sera avec nous, député Modem. Dès demain, pendant 3 jours, les professionnels de l'éducation et de la sécurité routière tiendront leur congrès à l'initiative de Mobiliance au Futuroscope. Ce 60e congrès sera l'occasion de nombreux échanges entre professionnels, experts et acteurs publics. Patrice Bessonne, président du pôle éducation et sécurité routière de Mobiliance, et Lorenzo Lefebvre, vice-président du pôle éducation et sécurité routière de Mobiliance, seront avec nous. Et puis Car Vertical, la firme spécialisée dans l'historique des voitures et motos à échelon international, lève le voile sur la corrélation finalement entre la puissance du moteur et le risque d'accident. Moundir Guénou, directeur France de Car Vertical et expert en automobile, sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, cette information pratique qui vous concerne, si vous roulez en Citroën. La marque au chevron rappelle plus de 600 000 voitures, Félix Mathieu. Oui, plus de 600 000 Citroën DS3 et C3. Elles sont rappelées dans une vingtaine de pays, en Europe du Sud, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. En cause, un problème d'airbag sur des modèles produits entre 2009 et 2019. Des modèles qui ne sont plus commercialisés aujourd'hui. Alors, le rappel est lié à la détérioration du gaz contenu dans les airbags, gaz qui vieillit au cours des années, indique Stellantis. En France, ce sont plus de 181 000 C3 et 65 000 DS3 qui sont visés par cette procédure. Mais seul le sud de l'Hexagone est concerné par le rappel, c'est-à-dire les régions situées au sud d'une ligne Clermont-Ferrand-Lyon, car en fait, la détérioration du gaz peut être favorisée par la chaleur et l'humidité. Alors le communiqué de la marque précise, je cite, « Lorsque le gaz se détériore, il peut affecter un certain nombre de pièces qui constituent l'airbag, et lorsqu'il se déclenche en cas d'accident, il pourrait y avoir des particules et des petites pièces qui pourraient être projetées avec le coussin gonflable et occasionner des blessures. En cas d'accident, l'airbag pourrait également se rompre avec trop de force en blessant les occupants du véhicule. » Alors des courriers ont été envoyés par Citroën aux propriétaires des véhicules concernés. Ils doivent s'enregistrer en ligne. Ils seront ensuite contactés pour planifier la réparation chez un concessionnaire. Réparation prise en charge par Citroën. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et puis, on l'a dit, la décarbonation du parc auto européen est un véritable chemin de croix. Pour en parler, Bruno Millienne est avec nous, député Modem. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette décarbonation dont on parle, enfin, en tout cas, cette transition, là, on sent qu'il n'y a pas vraiment de transition. On passe du tout au rien, et c'est vrai qu'il y a un parc qui est assez colossal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ce parc ? Le problème est là, et c'est bien ce que j'essaye de faire en alertant le gouvernement depuis un certain nombre de mois, c'est qu'on ne s'occupe pas vraiment de la transition. On s'occupe du flux, des voitures neuves qui vont être électriques, on le sait, il n'y a pas de problème. Et quand vous voyez le nombre de voitures produites, vous voyez bien qu'il va nous falloir un certain temps pour remplacer tout le parc existant. En France, je crois qu'on a 39 millions de véhicules roulants. Oui. Avec 20% de moins maintenant, on a 15% plutôt de véhicules électriques qui viennent tous les ans, on est loin du compte. Donc il y a cette impensée des politiques publiques, mais pas seulement en France, la preuve, on a les chiffres européens, sur la partie du parc, on a mésestimé les filières de rétrofitage. C'est-à-dire les filières qui vous permettent soit de mettre un boîtier bioéthanol, par exemple, sur les véhicules essence d'un certain âge, soit le GPL, soit même le rétrofitage électrique. L'électrification, oui. Qui coûte un petit peu d'argent, mais qui coûte moins cher quand même que d'acheter une voiture neuve. Alors, la décarbonation de l'automobile, elle passe-t-elle impérativement par le 100% électrique à horizon 11 ans 2035 ? Non, parce que ça passera par le véhicule électrique neuf, parce que ça y est, le pli est pris par les constructeurs, ils ne feront plus que des véhicules électriques, on le sait bien. Et puis derrière les technologies évoluent. On a vu en Chine, ils ont sorti une voiture à batterie sèche, donc le poids est moins important, avec une autonomie plus grande. Ça, on va le faire. On est en train d'installer en France des gigafactories de batteries pour les voitures électriques. On a aussi des entreprises qui sont en train de travailler très fort sur le recyclage des batteries, de manière à récupérer les matériaux critiques.
politique. Donc tout ça est en cours de développement et on l'aura. Maintenant, il faut vraiment s'intéresser, et ça urge, on parle des voitures, mais il n'y a pas que les voitures, il faut s'intéresser aux énergies de transition pour les voitures, mais aussi, même pour le train, je vous en parlerai si vous voulez, mais pour le fluvial, le maritime et l'aérien, tout ce qui est roulant, tout ce qui est mobilité en fait. Et pourtant, on a l'impression que, à un moment donné, peut-être que l'Europe pourrait reculer sur ce qu'ils avaient avancé, sur en tout cas les dates qu'ils avaient données. Et est-ce que franchement, on n'est pas allé un petit peu vite ? Alors, si on parle uniquement d'électrification des véhicules, je pense qu'on est allé un tout petit peu vite. Maintenant, si on s'attaque dès aujourd'hui, effectivement, à la transformation du parc en rendant les véhicules plus propres, pas 100% propres, mais plus propres, grâce à beaucoup de technologies de rétrofitage, ça va augmenter la décarbonation de manière mathématique assez facile à comprendre, la décarbonation globale. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque maintenant. Mais est-ce qu'on va continuer à produire des moteurs thermiques en Europe, au moins pour l'exportation ? Le sujet, c'est pas le moteur thermique. Je pense que les Chinois continuent à en produire. Hein. La décision d'arrêter le moteur thermique, pour moi, n'est pas une bonne décision. Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait, en réalité. Hein. Pourquoi vous dites ça ? On n'arrête pas le moteur thermique. Le moteur thermique zéro émission existera toujours. Et pourquoi il existera toujours ? Parce qu'aujourd'hui, on a des technologies, notamment avec l'hydrogène, qui permet de rouler avec des moteurs thermiques, notamment aussi pour les poids lourds. J'ai vu dernièrement une entreprise qui fait du rétrofitage avec un mélange d'hydrogène et d'eau, ce qui donne les mêmes caractéristiques techniques qu'un diesel. Vous voulez dire que le moteur thermique tel qu'on le connaît en l'état est mort, mais en tout cas il se transforme. Non, il n'est pas mort parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de transformation, donc il n'est pas mort. C'est pas le moteur thermique qu'il faut arrêter, c'est l'énergie fossile qu'on met dedans, c'est tout. Et remplacer ça par des énergies de transition qui vont devenir de plus en plus propres et par l'électrification et l'hydrogène qui arrivera fatalement demain. Mais est-ce qu'il ne faut pas aider, pardon Philippe, David, mais à un moment donné, le gouvernement ne doit pas se dire, on va tout mettre aussi sur cette transition, parce qu'on a l'impression que sur la transition, on est un peu, on est ou ex-thermique ou électrique. Non, sur la transition, il y a plusieurs problèmes. Il y a plein de régions qui n'aident pas, qui donnent pas de subventions. Indépendamment des aides, parce que de toute façon, le rétrofitage, même électrique, coûtera toujours moins cher que d'acheter un véhicule neuf. Oui. D'accord ? Et même parfois qu'un véhicule d'occasion électrique. Okay ? Donc ça, on peut le faire quasi sans aide. Enfin, en tout cas sur les premiers, un boîtier, vous le savez aussi bien que moi, un boîtier au bioéthanol, un bon boîtier au bioéthanol, c'est 1 000 €. Bon, pour transformer sa voiture et polluer 80% moins, c'est quand même... Et payer quand même nettement moins cher le carburant. Et payer nettement moins cher le carburant. Bien sûr, pour l'instant. Oui, après on verra, mais pour l'instant, il y aura toujours, je pense qu'il y a toujours un gap, de toute façon. Ouais. Mais le problème, c'est que il faut, au niveau européen, harmoniser les réglementations déjà sur le rétrofitage. Je vais vous raconter une histoire qui est assez révélatrice. Je crois que c'est un transporteur de voyageurs corse qui a voulu qui a voulu être vertueux et qui a voulu passer au bus électrique. Jusque-là, pas de problème, très bien, bravo. Donc il en achète un certain nombre de bus électriques et puis il dit, c'est quand même couillon, les bus que j'ai, les anciens, je peux aussi les faire rouler à l'électrique, donc je vais les rétrofiter. Il fait tout un tas de devis et il passe contrat avec un rétrofiteur allemand, parce que c'était moins cher. Il récupère ses bus, ils marchent parfaitement, et bien ils ne peuvent pas rouler. Et pourquoi ? Parce que le rétrofitage allemand tel qu'il a été fait n'est pas homologué en France. Donc ça, c'est des sujets, il y a des problèmes... Mais là, on marche à la tête. Il y a des problèmes d'harmonisation des réglementations en Europe. Ça, c'est des sujets qu'il faut qu'on lève avec le gouvernement assez rapidement. Mais est-ce que, monsieur le député, est-ce qu'à un moment donné, on peut aider, alors puisqu'on a aidé, il y a l'achat des voitures électriques, est-ce qu'on peut aider sur toutes ces possibilités de transitoires, de dire qu'à un moment donné, et que les régions s'engagent à aider ces personnes à transformer leur voiture, même si finalement le bioéthanol est à 1 000 €, voilà, c'est quand même 1 000 €. Donc il y a plein de la région sud aide, il y a plein de régions, le rétrofitage par l'électrique aussi, qui est quand même très cher. Est-ce qu'on peut, dans ce laps de temps, dire voilà, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps que vous puissiez vous retourner, puisque le parc est en train de vieillir, il va falloir trouver des solutions qui en plus sont meilleures pour la santé. Enfin, c'est dingue. Moi, je pense qu'il faut effectivement faire... Mais il faut aller à fond là-dessus. Pas stop and go, parce que j'aime pas le terme. Mais il faut effectivement qu'on fasse un état des lieux précis. Là, il est urgent de le faire. Bien sûr.
Et je demande au gouvernement d'ailleurs... Et arrêter les fausses informations sur tout ce rétrofitage. Oui, mais ça il y a beaucoup de ça vient pas forcément du gouvernement, malheureusement. Non, j'ai pas dit ça. Mais il faut qu'on fasse un stop and go, qu'on se pose l'espace de 6 mois d'une mission gouvernementale pour faire un bilan global de la transition sur les mobilités et de où on en est de la transition sur les mobilités, toutes les mobilités. Mais on peut pas faire un tour de table avec une mission gouvernementale servira à ça. Oui. Et de dire voilà quelles sont les espérances qu'on a si on aide effectivement, comme vous le souhaitez, les gens à acquérir des véhicules rétrofités, si on harmonise les normes en Europe pour faire jouer une concurrence qui est saine entre les rétrofiteurs, si on permet effectivement par l'information à tout un chacun de récupérer une voiture plus propre pour des budgets allant de 1 000 à 8 000 euros, parce qu'on peut même le faire à partir de 8 000 euros par exemple sur de l'hybride électrique. Il y a des technologies qui existent, des boîtes qui travaillent déjà et qui en font déjà. Et puis de voir ce qui nous manque aussi du côté électrique, parce qu'il y a aussi des problèmes du côté électrique, et de regarder les remontées de terrain qu'on a. On a rattrapé notre retard, par exemple, sur les bornes électriques. Je ne suis pas persuadé, je vous le dis franchement, je ne suis pas persuadé que la répartition des bornes électriques sur le territoire soit optimum. Bah non, première chose. Je vous confirme. Deuxième chose, il y a quand même une aberration sur les bornes électriques. Vous n'avez pas le prix de kilowattheure affiché. Enfin... D'où vous pensez que quand vous allez rentrer dans une station-service, vous n'allez pas connaître le prix du gasoil ou de l'essence. Donc il faut le faire aussi. Il faut faire toutes ces choses-là, toutes ces modifications-là. Et puis réglementer aussi tous les distributeurs de bornes électriques pour que le client sache exactement où on en est, permettre le paiement par carte bleue, par exemple. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Ou en tout cas, il faut prendre une carte ou rentrer sur un site. Enfin, c'est compliqué. Et certifier, certifier ceux qui montent des boîtiers, ceux qui rétrofitent et voilà, avoir des vrais certificats. Les certifications, on les a. Oui, il y en a plein qui montent des trucs. Il faut passer par des vraies entreprises. C'est que des questions de réglementation. En plus, ça n'a pas besoin de passer par la loi. Non pas que je ne veuille pas passer par la loi, mais si vous passez que par la réglementation, ça va plus vite. Donc voilà, il est encore temps d'agir. Allez, on fait une petite pause. On revient avec vous dans quelques instants. On va parler de cette réindustrialisation de la France. Vous avez des questions, n'hésitez pas. 0826 300 300. À tout de suite. Qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis d'accueillir Bruno Millième, qui est député MoDem sur ces sujets automobiles que vous maîtrisez parfaitement, et c'est très intéressant en tout cas. On parlait de la décarbonation de ce parc automobile français, mais aussi en Europe. On s'est rendu compte que on n'était pas aussi bien lotis aussi. En Europe, il y a aussi cette réindustrialisation de la France sur des sujets importants. Alors il y a une information qui est tombée cette nuit. Les États-Unis ont décidé de taxer les véhicules électriques chinois à 100%, enfin 102,5, parce que c'était à 25 plus 2,5. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que finalement la bonne méthode, ce serait pas de taxer un peu plus, que les Chinois sont taxés à 10% pour entrer en Europe, alors que nos véhicules sont taxés entre 30 et 35% pour entrer en Chine? Alors moi, j'aimerais déjà qu'au niveau de l'Europe, on fasse ce qu'on appelle les clauses miroirs. Si on est taxé à 35% nous pour entrer en Chine, que les Chinois soient taxés à 35% pour entrer sur le territoire européen. Ça me paraît normal. Et je pense que... Mais c'est pas le cas. Non, mais je pense que... Mais ça avance. L'Europe est sortie d'une forme de naïveté qu'elle avait depuis toujours, pour se dire... Pourquoi? Parce que... Pour se dire, maintenant, on va réagir. Pourquoi? Parce que la géopolitique, on va dire commerciale ou économique, a basculé. Le continent européen n'intéresse plus tellement les États-Unis, pour être honnête, sur l'exportation. Donc, en revanche, ils mettent des taxes énormes aux Chinois, donc les Chinois se reportent sur le continent européen. C'est quand même 450 millions de consommateurs, c'est plus que les États-Unis, donc c'est très intéressant pour les Chinois. Effectivement, jusqu'à maintenant, on a laissé un petit peu les portes ouvertes, si je puis m'exprimer ainsi. Enfin, ils sont plus en Hongrie que chez nous, les Chinois, pour l'instant. Oui, mais en tout cas, sur les importations, ils y vont. Donc, effectivement, il faut qu'on mette des clauses miroirs pour leur dire, écoutez, il y a une guerre économique, très bien, vous mettez des taxes, c'est normal, on va vous mettre les mêmes. Déjà pour commencer. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'on mette en place, on est en train de le mettre en France, ce qu'on appelle des éco-scores sur les voitures, avec des spécificités bien particulières qui concernent bien évidemment les modèles européens, plus que les modèles chinois, notamment en termes de mix énergétique. On est meilleur que les Chinois qui fabriquent leurs voitures chez eux, puisque leur mix énergétique est catastrophique. Et donc, ça, dans l'éco-score, ils auront un moins bon score. Cela dit, tout ça ne résoudra pas les problèmes. Parce que si les Chinois veulent s'implanter en Europe, ils viendront s'implanter à l'intérieur de l'Europe. Et là, oui. Ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à faire. On prend le cas de MG. MG ou BYD. Voilà, ou BYD. MG, par exemple, va monter une usine d'assemblage
en Allemagne, Allemagne ou en Hongrie. Oui, il y en a des deux, c'est en Hongrie. Voilà. Oui. Je sais plus, mais en tout cas, ils vont monter une usine d'assemblage. Alors, ce n'est que de l'assemblage, ça veut dire que les pièces ne sont pas fabriquées sur place, donc ils auront encore un éco-score qui seront pas bons. Mais ils ont une politique commerciale tellement agressive que de toute façon, ils vont quand même réussir à vendre leurs voitures moins chères que les voitures européennes. Donc, il faut que nos futurs députés européens soient très attentifs à ça et qu'on érige des barrières douanières importantes, justement, et puis des conditions de fabrication, on parle de l'automobile, mais c'est valable pour tout, des conditions de fabrication qui soient exemplaires en termes environnementaux. Ça, les Chinois ont un peu de mal à le faire dans un premier temps. Le jour où ils décideront d'être écologistes, je pense qu'ils le feront très vite, parce que c'est assez facile de dire à tout un peuple, écoutez, vous lâchez vos bagnoles, vous prenez un vélo, et vous ne discutez pas, eux, ils peuvent le faire, nous, c'est plus compliqué. Ah oui, ça, c'est sûr que c'est compliqué. Mais il y a quand même énormément de brevets, on se sert, forcément, en France, de beaucoup de brevets chinois sur ces batteries, par exemple. Donc, à un moment donné, on est aussi pieds et mains liés avec la Chine. Oui, mais franchement, les gigafactories de batteries, il y a 5 ans, quand Agnès Pannier-Runacher a commencé à dire à nos partenaires européens, nous allons faire des gigafactories de batteries pour l'automobile en France, en Europe, si vous voulez, suivez-nous. Les gens lui ont rionné en lui disant, mais non, mais ma pauvre fille, tu rigoles complètement. Et finalement, on l'a fait. Oui. À Dunkerque, non seulement elles sont faites, il y a même une gigafactory qui est en train de produire, l'autre qui est sur le point dans la construction, c'est sur le point d'être fini, mais c'est pas tout, il y a tout l'écosystème derrière. Là où on peut avoir un problème c'est sur la récupération des métaux rares pour faire les batteries. Il y a 2-3 entreprises qui sont très en avance sur le recyclage à 100% des batteries et sur la récupération de ces métaux rares qui pourront nous servir après. Donc la bagarre, elle est engagée, mais il faut pas lâcher, il faut accélérer. On aura à faire face à une concurrence redoutable, on le sait, mais... Et parfois déloyale. Et parfois déloyale, c'est là où il faut qu'on mette bien les clauses miroirs et puis pour les... Chose importante, parce que hier soir, Biden, quand il a signé la taxation, il a également signé la taxation des batteries lithium-ion qui vont passer de 7,5 à 25% de droits de douane pour entrer sur le marché américain. Alors, est-ce qu'il y a une mesure à prendre pour protéger justement nos gigafactories de batteries? Et on sait qu'il y a une enquête pour voir si l'industrie chinoise n'est pas subventionnée ou pratique du dumping pour exporter ses véhicules et ses batteries. Où est-ce qu'on en est? Qui peut croire que l'industrie chinoise n'est pas subventionnée, honnêtement? Les fanatiques du libre-échange, certains... Oui, non, mais c'est évident. Enfin, c'est une économie totalement dirigiste, donc forcément c'est subventionné quelque part. Après, effectivement, face à l'agressivité économique de la Chine, il n'y a pas d'autre solution que de leur imposer ce qu'ils nous imposent. C'est pareil sur les batteries. Dès l'instant où on sera rentré sur des lignes de production avec une vitesse de croisière de production intéressante, eh bien, on va durcir, je pense, le ton sur les batteries chinoises qu'on fait rentrer. Mais on va faire la même chose sur les panneaux solaires. Dès qu'on rentre en production sur les panneaux solaires français, qui eux sont recyclables quasiment à 100%, c'est pareil. On va mettre des droits de douane sur les panneaux solaires chinois. Il faut absolument qu'on se protège. On l'a pas fait jusqu'à maintenant parce qu'on était dans une économie globalisée où on a bien vu que la catastrophe que ça a provoqué avec la crise du Covid et la crise de l'énergie, où tout d'un coup l'Europe se réveille en disant peut-être qu'on a besoin de souveraineté chez nous. Mais est-ce qu'il faut qu'on se confronte à eux ou est-ce qu'il faut qu'on collabore quand même sur certains points? Les premières choses qu'il faut qu'on arrive à faire, oui, mais les premières choses, c'est forcément une guerre, c'est une guerre psychologique. Il faut qu'effectivement, et ça a été un des sujets du voyage du président Xi Jinping en France, il faut qu'on se confronte à eux en leur disant, écoutez, nous, ce qu'on voudrait, c'est une collaboration, pour une raison simple, c'est que les Chinois savent très bien que leur marché de demain dans les pays occidentaux, c'est l'Europe, et nous, on a aussi besoin d'investir leur marché sur d'autres domaines. Bon. Un échange de bons procédés. Un échange de bons procédés. Si ça ne marche pas, il faut qu'on leur fasse comprendre que si ça ne marche pas, si on n'arrive pas à trouver quelque chose d'équitable, et c'était bien les propos du président, si on n'arrive pas à trouver quelque chose d'équitable, on durcira. Mais où en est l'enquête européenne, justement, concernant les subventions à l'industrie automobile chinoise, dont on parle depuis quelques temps? Oui. C'est quand même un peu problématique, non? Elle a été arrêtée parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Oui. Voilà, bon. Mais même vous dites vous-même que c'est certain que c'est subventionné, donc ça pose quand même un peu question. Oui, mais enfin, je pense que le régime économique chinois est
très difficile à pénétrer. Donc c'est compliqué d'avoir les billes pour prouver vraiment qu'il y a moi je le pense, mais bon, peut-être que je me trompe, mais j'en suis quasi persuadé, oui. Merci beaucoup Bruno Millienne d'avoir été avec nous, député Modem, sur ces sujets automobiles. Bien entendu, dans un instant, on va revenir sur ce comment ça s'appelle, Mobiliance, le 60e congrès voilà, qui se déroulera à partir de demain pendant 3 jours au Futuroscope. Et on en parle avec nos 2 invités, Patrice Bessonne et Lorenzo Lefebvre, dans quelques instants. À tout de suite. Vraies voix qui font rouler la France. Et on revient que cette information importante, dès demain et pendant 3 jours, les professionnels de l'éducation et de la sécurité routière tiendront donc leur congrès. C'est le 60e et sera l'occasion de nombreux échanges entre professionnels, des experts et des acteurs publics. Patrice Bessonne, président du pôle éducation et sécurité routière, et Lorenzo Lefebvre, qui est vice-président, sont avec nous en direct. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est la veille de ce grand événement avec des gros sujets, Patrice Bessonne. Des sujets importants, par exemple le permis, je vais y arriver, à 17 ans, qui est un sujet très important que vous portez depuis assez longtemps, sur la gestion justement de ce projet qui est maintenant rentré en vigueur. Bonsoir à vous deux, bonsoir aux auditeurs. Merci de nous accorder ce moment. Oui, c'est un événement important, comme vous venez de le dire. C'est important parce qu'il y a des personnalités qui seront présentes. La déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume, sera présente vendredi après-midi. On va parler du 17 ans. On va parler aussi de la production de places d'examen. Parce que, justement, 17 ans, ça a amené des jeunes qui n'étaient pas prévus pour le passage de l'examen du permis de conduire. Donc, ça n'a pas amené l'entièreté des 17 ans, mais une partie. Entre-temps, il y a eu aussi le financement par le CPF du permis moto. Oui. Donc, ça a monté en demande de places d'examen. Et pourtant, il n'y a pas eu d'inspecteurs supplémentaires. L'intérêt de ce congrès, est-ce que c'est finalement de convaincre la filière, ou elle est déjà convaincue ? Non, là-dessus, elle est déjà convaincue. C'est surtout, au-delà de la filière, de trouver des solutions. Des solutions, alors parfois, malheureusement, on nous dit qu'elles sont simplistes, pour pouvoir produire plus de places avec moins d'inspecteurs. Produire plus de places avec moins d'inspecteurs, c'est un peu compliqué mathématiquement. Pourtant, on a des idées qu'on a mis à l'avant. On a des idées, il faut, on pense, augmenter le nombre d'heures, tout au moins pour ceux qui sont en filière traditionnelle, laisser uniquement les 20 heures pour ceux qui sont en apprentissage anticipé de la conduite. Ça permettra de faire une promotion de cet apprentissage. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi éviter les gaspillages de places d'examen. Et pour cela, on a aussi des idées, un peu comme la Belgique d'ailleurs. On pioche dans les autres pays européens pour trouver les bonnes idées. Et entre autres, il y a celle-ci en disant, aujourd'hui, on voit des jeunes qui vont à l'examen pour voir. Ils sont pas prêts, mais ils vont pour voir. Et pour voir, ça enlève des places d'examen aux autres qui sont prêts. Et donc, pour éviter ça, on pourrait dire, par exemple, qu'au 2e passage, il faudra reprendre des heures de formation pour aller vers le 3e. 7 heures à 10 heures de formation obligatoire, parce que les 2 premiers, vous avez passé votre examen, l'examen est gratuit quand même pour les jeunes, vous n'allez pas surconsommer les places. Il faudra reprendre des heures de formation à hauteur de 7 ou de 10 heures. Il faut peut-être enlever aussi, dans l'évaluation, c'est un bilan de compétences, il faut peut-être enlever l'erreur éliminatoire. Un bilan de compétences, normalement, il n'y a pas d'erreur éliminatoire. Et peut-être remplacer par des cours théoriques obligatoires. Et pour finir, pourquoi pas faire aussi comme la Belgique. La Belgique, qu'est-ce qu'elle fait en pratique ? La Belgique, elle permet aux écoles de conduite de délivrer une attestation temporaire de circuler. Ah oui. Et avec cette attestation temporaire de circuler, vous avez 2 ou 3 mois pour aller vous présenter à l'examen et avoir plus de chances de réussir votre permis. Vous voyez, il y a des pistes sur la table. Oui, c'est intéressant. Il y a urgence à les exploiter. Parce qu'on arrive en période estivale, et là, je peux vous dire
qu'il va y avoir un manque crucial de place. Alors, dans ce congrès qui commence demain au Futuroscope, donc à côté de Poitiers, on va parler notamment des écoles de conduite. Comment est-ce qu'elles s'adaptent aux différents profils sociaux et culturels des candidats? On va voir ça avec votre vice-président, parce que ce qui est bien avec vous, vous êtes toujours en duo. Ouais, vous êtes un peu Mbappé, un peu les Mbappé Giroud de Mobiliance. Lorenzo Lefebvre. Oui, comment elles s'adaptent? Les écoles de conduite font partie des métiers dans le monde des services de l'automobile qui ont évolué de manière très importante depuis 10 ans. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est complètement intégré dans le monde numérique, on est complètement intégré dans l'idée d'utiliser les vidéos pour faire des formations, de travailler sur le comportement des conducteurs. Tout ça grâce à des nouveaux acteurs qui sont venus nous aider, des fournisseurs avec des caméras dans les voitures. On a aussi des études sur les accidents, etc. Et si vous voulez, c'est très important pour nous parce que tout à l'heure, vous parliez du véhicule électrique. Oui. Ce qu'il faut comprendre, et peut-être que ce que n'a pas anticipé le gouvernement sur le sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, vous allez mettre dans les mains de jeunes conducteurs des voitures qui, pour ceux qui connaissent l'époque, sont beaucoup plus puissantes que des 205 GTI. Parce que la voiture électrique, elle est très puissante. Elle est très très puissante, elle a des démarrages très importants, donc il va falloir qu'on travaille. Très réactive, c'est ça. Exactement, il va falloir que nous, notre job, ça va être de travailler sur le comportement du conducteur. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir peut-être un peu plus de facilitation technique pour conduire, mais de l'autre côté, on aura nous un gros travail sur la déconstruction de l'accident. Et d'ailleurs, je rebondis parce que c'est un sujet aussi très très important chez vous, c'est finalement la formation continue. C'est-à-dire que est-ce que ça veut dire que dans votre optique de dire la voiture évolue, forcément la façon de conduire évolue, et il faut à un moment donné se reformer d'une manière ou d'une autre? Oui, tout à fait, bien entendu. On a chacun son tour comme à Confesse. C'est exactement ça, on se regarde, hein, vous avez vu. Donc, oui, on a un organisme d'ailleurs qui est validé par notre convention collective qui s'appelle l'AMPER, l'Association nationale pour la promotion de l'éducation routière, et qui fait de la formation continue pour les enseignants. Il est évident qu'il est impensable que les enseignants de la conduite n'aient pas des formations spécifiques là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle formation qui va arriver. Et là, je vais laisser mon vice-président l'évoquer rapidement. C'est une formation qui pourra mettre en avant le conseil sur l'électromobilité. Voilà, c'est ça. On se positionne sur cette formation de conseil sur l'électromobilité pour justement faire la formation continue des conducteurs derrière pour leur permettre de pouvoir utiliser des véhicules électriques, parce que l'utilisation du véhicule électrique, elle n'est pas que sur l'utilisation sur la route. Il y a aussi la borne, la recharge, toutes les sécurités qu'il faut prendre lorsqu'on a une panne, etc., etc. On a finalement avec le véhicule électrique tout un tas de compétences à amener aux conducteurs, aux nouveaux bien sûr, mais surtout à ceux qui sont déjà conducteurs. Donc ça, c'est important. Donc nous, on milite depuis des années. Lorenzo Lefebvre, pardon, je vous coupe. Est-ce que ça veut dire que le conducteur va devoir se reformer aussi? Il faudrait qu'il se reforme aussi régulièrement. Dans le temps. Il faudrait. Pour l'instant, il y a aucun gouvernement qui a eu entre guillemets, je vais peut-être être un peu dur, courage politique de dire surtout la formation continue du conducteur. Parce que c'est pas quelque chose de très populaire, mais on forme et on se fait de la formation continue dans tous les métiers. La conduite fait partie intégrante de notre métier. Aujourd'hui, 74% des Français, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui le disent, soit utilisent leur voiture pour aller au boulot ou l'utilisent pendant leur boulot. Donc on a forcément une certaine responsabilité de former les conducteurs, en tout cas les nouveaux, mais aussi ceux qui sont déjà conducteurs depuis un certain temps. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on va on va quand même, à un moment donné, on fera un bilan, alors que là, aujourd'hui, on pourrait anticiper en disant attention, effectivement, c'est des nouveaux modes de conduite. La voiture, elle est plus rapide et plus vive et plus réactive qu'une voiture classique. C'est dommage, encore une fois, de faire ce constat et de ne pas anticiper.
Exactement. Malheureusement, souvent, on prend pas le wagon en marche, quoi. On reste sur le quai et on attend. Et après, on se dit finalement, il aurait peut-être fallu former les nouveaux conducteurs. C'est souvent le problème qu'on a dans nos métiers. On est très proactif dans ce domaine. On n'arrête pas auprès du ministère de l'Intérieur. Vous vous rappelez, on a déjà fait des émissions avec vous en vous disant il faut remettre en place ce qu'on appelle les cours sur le comportement, sur la psychologie de la conduite, sur les nouvelles modes de mobilité multimodale. Donc tout cela, on continue à dire que ça va être indispensable pour les conducteurs qui ont déjà un permis, pour les conducteurs novices et les conducteurs expérimentés. Il faut que vous sachiez qu'il y a, en 2015, il y avait au sein du CNSR, qui s'occupe d'actions liées à la mobilité et à la sécurité routière, une demande de mettre en place un linéaire sécurité routière tout le long de la vie du conducteur. Depuis 2015, il y a ça sur la table. Donc vous voyez, c'est quand même, on est en 2024. Donc on arrive au bout de 10 ans à toujours pas avoir de sortie sur ce qui avait été mis sur la table à l'époque. Parce que rappelons quand même que les coûts de la sécurité routière, ça aussi, il faudra les anticiper à un moment donné. Et si je peux me permettre, il y a encore, on a parlé des véhicules thermiques tout à l'heure, 2035, ça veut dire que 12 ans le parc, ça veut dire que jusqu'en 2050, en gros, on a encore des véhicules thermiques. Faut pas oublier aussi que nos formations, c'est ce qu'on appelle nous la conduite plutôt défensive, la formation avec la conduite défensive, ça permet aussi de limiter les consommations de carburant. Donc ça permet aussi de limiter la pollution et surtout ça permet aux conducteurs de consommer moins et de dépenser moins. Donc il y a que des avantages. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucune obligation. Il y a aussi des innovations technologiques. Comment elles vont pouvoir améliorer la formation des conducteurs ? Patrice ou Lorenzo, comme vous voulez, vous répartissez tellement bien les tâches. Les nouvelles technologies, ou ce qu'on appelle plus communément les ADAS, il y a un vrai problème là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de formation qui sont faites ni par le constructeur, ni véritablement par les vendeurs, concessionnaires, agents, parce que c'est des explications très rapides. Et donc, ça, on est en train de mettre en place aussi des formations pour que les enseignants de la conduite deviennent des conseillers sur les ADAS, pour que chaque personne qui ont ces fameuses technologies et Philippe a raison de dire il va y en avoir de plus en plus demain de toutes les manières, puissent être des outils qui soient mieux utilisés pour être en sécurité. Il faut éviter que ces outils ne soient pas utilisés ou mal utilisés. C'est un peu comme tout. Quand vous avez une nouvelle technologie, mieux vaut bien la connaître. Absolument. En tout cas, on vous remercie sincèrement, messieurs. Merci à vous. Et puis, vous reviendrez nous parler de ce qui est sorti de ce congrès, bien entendu. Merci beaucoup, Patrick Besson. Et toujours en duo. Oui, merci, Patrice Besson. Toujours en duo. Nous, on vit ensemble. Non, je plaisante. La femme de Lorenzo va pas être contente. Le président et le vice-président Lorenzo Lefebvre de cette section filière éducation et sécurité routière de Mobiliance. On vous souhaite un très bon congrès. En attendant, on va vous offrir des places et un cadeau puisque les vraies voix qui font rouler la France vous offrent 2 places pour 2 gagnants pour le championnat de France de Superbike. C'est le 31 mai, à partir du 31 mai au 2 juin 2024 sur le circuit de Nogaro, championnat de France de Superbike. 31 mai, 1er et 2 juin, 0826 Alors, 300 deux 300. chiffres, allez, un chiffre pour les 2 premières places. Allez-y, vous. Allez, moi je vais dire Nogaro, c'est le 32, 3 plus 2, 5. Le 5e appel, et pour vous, Cécile ? Et le 7e appel au standard. Le 5e et le 7e appel au 0826 300 300 gagnent 2 fois 2 places pour Nogaro du 31 mai au 2 juin prochain. Allez, bonne chance. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis d'accueillir le directeur général de Moundir Guénou, directeur France de Car Vertical, expert en automobile, avec une étude plutôt très intéressante. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Une étude très intéressante sur le risque d'accident qui augmente en fonction de la puissance du véhicule. On va en parler dans un instant. Juste avant, on parle un petit peu forcément de votre cœur de métier, puisque grâce à vous, grâce à Car Vertical, on en connaît un petit peu plus sur sa voiture et c'est un peu votre mission.
Voilà, exactement. Donc, merci de nous accueillir, de m'accueillir. Car Vertical, donc c'est une entreprise lituanienne qui est spécialisée sur la collecte d'informations sur l'historique des véhicules. Donc, l'objectif, c'est de générer des rapports sur lequel on collecte par des milliers de sources différentes, nationales, internationales, privées, publiques et autres, et dans le but de fournir à des personnes qui veulent acheter un véhicule, des particuliers, mais aussi des professionnels, des concessionnaires, des marques automobiles, lorsqu'elles veulent acheter ou vendre un véhicule, ça leur permet vraiment d'avoir l'historique de véhicule. Quand vous dites l'historique, est-ce que ça veut dire que les réparations, si elle est en bon état, est-ce que c'est sur les accidents aussi, on a cette traçabilité? Alors le but, c'est vraiment de récupérer un maximum d'informations. Donc c'est pour ça qu'on est connecté. En fait, on récupère pas de façon statique, mais dynamique. C'est-à-dire qu'on se log, on se connecte avec tout type de sources, y compris pour la France avec le système SIV ou ça, les c'est quoi, assurances. le système SIV? Le système des immatriculations. D'accord. Voilà, okay. Sur les cartes grises, informations cartes grises. C'est pour ça. Voilà. Pardon. Privé, public. Donc le but, c'est justement de développer des accords. On a des équipes techniques qui sont spécialisées là-dessus. Donc développer des accords sur différents pays pour pouvoir vraiment essayer d'obtenir un maximum d'informations, même assurance, concessionnaire, constructeur automobile, pour vraiment l'objectif étant de montrer, d'avoir de la transparence pour que les personnes, quand elles veulent acheter ou vendre, elles puissent évaluer le véhicule à sa juste valeur. Donc on peut avoir des photos, on peut avoir des historiques, on peut avoir pas mal de choses. Vous pouvez tout savoir, que ce soit mécaniquement, le moteur a été changé, ou par exemple, le véhicule a été gravement accidenté, il a eu un passage au marbre, par exemple? Alors, tout dépend du type d'information qu'on a. Bien sûr, on peut avoir des factures, on peut avoir des photos, on peut avoir des rapports d'expertise. Je dirais pas tout, puisque il est impossible d'avoir, quelles que soient les sources que vous prenez, il est impossible d'avoir un ensemble 100% des informations. Ça n'existe pas. Le but, c'est d'essayer Après, pour les professionnels... Après, c'est la discrétion de l'ancien propriétaire qui... Bien sûr, exactement. Après, bien sûr, si par exemple la personne a effectué les réparations elle-même, bien sûr, et qu'elle ne les a enregistrées nulle part, personne ne le saura. Oui. C'est pour ça qu'on dit que quand on veut acheter ou vendre un véhicule, l'objectif, c'est d'essayer de croiser l'ensemble des informations qu'on a, c'est-à-dire les factures, le carnet d'entretien, d'avoir des contrôles visuels, de faire expertiser le véhicule en fonction de son type d'achat, et qu'il soit acheté par un particulier ou un professionnel. Donc, c'est de multiplier ces sources pour diminuer le risque et d'avoir un maximum d'informations et de les croiser entre elles aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de toutes ces informations que vous avez, vous pouvez sortir des études, et en l'occurrence une sur le risque d'accident qui augmenterait en fonction de la puissance du véhicule, par exemple, et avec des chiffres assez édifiants sur des marques, enfin sur des marques de constructeurs qui seraient certainement plus où l'analyse stipule, par exemple pour BMW, où vous dites que 60,3% des véhicules avec des moteurs jusqu'à 134 chevaux étaient endommagés. C'est énorme, 60%. Voilà, effectivement, nous, par exemple, ce qu'on constate, donc, pour information, depuis la création de Car Vertical, donc vers 2018, on a généré plus de 22 millions de rapports. Oui. Donc, évidemment, l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces rapports qui sont générés nous permettent d'essayer de sortir d'extrapoler certaines informations et d'en tirer des tendances et de voir globalement qu'est-ce qui peut en sortir au niveau accident, au niveau falsification des compteurs. Donc, voilà, on en sort vraiment des informations intéressantes. Là, ce qu'on a constaté, entre autres, parmi l'ensemble des différentes études qu'on mène, c'est que, bien sûr, il y a une corrélation entre éventuellement les accidents qui ont eu lieu par rapport à la puissance du véhicule. Mais comment ça s'explique? Parce que théoriquement, quand on a 20 ans, ou on a le permis à 18 ans, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture à 400 chevaux ou à 300 chevaux. Comment expliquer ça? Théoriquement, c'est des voitures de personnes un peu plus âgées, plus expérimentées dans la conduite. Et plus calmes. Et plus calmes, qui ont un peu moins de testostérone, vous me passerez l'expression, quand elles mettent le contact. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, bien sûr, en général, les personnes qui veulent faire ce qu'on appelle un car vertical, donc un coup de car vertical, c'est-à-dire acheter le rapport, elles vont pas le faire sur un véhicule qui coûte 3 ou 4 000 euros, sur un véhicule peu puissant. Souvent, c'est qu'elles se disent, il y a une certaine puissance ou il y a une certaine valeur, donc je vais faire un rapport, et là, ça nous permettra de voir s'il y a eu un dommage qui a été causé. Donc souvent, ils le font par rapport à une certaine valeur. La deuxième chose aussi, bien sûr, c'est de se dire que la puissance, bien sûr, on le voit bien, un véhicule qui est peu puissant, les personnes qui vont l'acheter, c'est plutôt pour rouler de façon tranquille, mais évidemment, plus le véhicule va être puissant, plus la personne, si elle est jeune conducteur ou autre et qu'elle le maîtrise pas, il y a toujours un risque qui va être beaucoup plus important. C'est pour ça que on peut se dire, je suis jeune, j'ai pas un véhicule puissant, mais même si certaines assurances françaises le bloquent, mais là on regarde à l'échelle globale. Donc globalement, oui, il peut y avoir des possibilités d'avoir un risque de ce côté-là. Est-ce que ça a une incidence sur les constructeurs?
Est-ce qu'aujourd'hui, en sortant ces chiffres, le client lambda peut se dire, je suis pas sûr que... Est-ce que ça a une incidence ? Alors non, ça n'a pas d'incidence. Évidemment, on le voit bien, il y a tout type de puissance de véhicule, qu'il soit léger ou pas. Après, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que la puissance est une chose, mais il faut aussi surtout regarder le rapport poids-puissance. Donc ça, c'est aussi très important. Très vous pouvez important, oui. Et ça, on l'omet, on le voit, on n'en parle pas particulièrement ici, mais vous pouvez avoir un véhicule peut-être qui va peser peut-être que 1 tonne, donc c'est pas très lourd non plus. Néanmoins, si par contre la puissance du moteur est beaucoup plus importante, si elle fait 400 chevaux à 1 tonne, c'est sûr que... Donc là, vous prenez une Smart par exemple, donc on sait qu'à certains, j'avais vu certaines études qui disaient que... Avec 500 chevaux, je veux bien l'avoir. Il y en a pas beaucoup. Il y a un réacteur d'Airbus à l'arrière, c'est pas ça. Mais ça, c'est une donnée effectivement qui est très importante, puisque donc on va forcément regarder aussi ce type de ratio qui permet de définir, et les assurances en tiennent compte bien sûr dans les cotisations par exemple, dans les coûts, pour voir si c'est possible d'avoir ce type de véhicule ou pas. Oui, mais là, pardon, je rebondis parce que là vous avez aussi toute une partie, genre les Cadillac, les Bentley, qui sont des voitures puissantes, mais qui sont des voitures. Luxe. Oui, on est dans le grand luxe, mais on est plutôt dans la tranquillité. Et là, pour le coup, on n'est pas sur ni de la Porsche, ni de la BM, ni de la Mercedes. Donc, la façon de conduire, la conduite aussi, puisque le propriétaire est forcément beaucoup plus calme, c'est moins accidentogène, j'imagine. Oui. Alors là, on parle de pourcentage par rapport à ces véhicules-là. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir forcément des accidents relativement importants là-dessus, même si la quantité, bien sûr, le nombre de Cadillac ou le nombre de véhicules plus modestes n'est pas du tout les mêmes dans ces ratios-là, mais globalement, on a constaté, oui, qu'il y avait un risque forcément plus important qui était lié à l'accident, qui était lié à la puissance. Quel conseil donneriez-vous aux acheteurs ? Alors, c'est une très bonne question. C'est la seule de l'année, donc ça tombe bien. C'est la seule de l'année, donc... Pour les acheteurs, donc pour un particulier, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est très important, bien sûr, c'est d'essayer de croiser un maximum d'informations au moment où elles veulent acheter ou vendre un véhicule, surtout acheter un véhicule. Donc ça veut dire que dans un premier temps, par exemple, on va tout de suite regarder est-ce qu'il y a un carnet d'entretien. Est-ce que le carnet d'entretien, il est bien alimenté, est à jour. Je dirais qu'il faut aller au-delà par rapport au carnet d'entretien, c'est de voir éventuellement le nombre de propriétaires qu'il y a eu, de voir où les réparations ont été faites, parce que par exemple, s'il y a si le véhicule a tous les 10, 15, 20 000 km a été entretenu dans des concessions, de voir éventuellement est-ce que c'est par exemple tout le temps ça a été fait sur Paris, ou est-ce qu'il y a du Paris, Marseille, Bordeaux et autres. Et là, on peut voir que éventuellement le véhicule a transité d'une région à une autre, ce qui peut aussi être lié avec le nombre de propriétaires qu'il a pu y avoir. Ça, c'est une première chose, je dirais, qui est très important à voir. C'est de regarder après, et ça, on le fait moins souvent, c'est de regarder la régularité des kilométrages qui sont faits. Donc ça, dans Car Vertical, on voit l'évolution des kilomètres. Si on se dit que ce véhicule-là a eu 3 propriétaires, on peut regarder en se disant, tiens, le premier propriétaire, combien de kilomètres il a fait par an ? Il en a fait peut-être 20 000. Oui. Le deuxième, il en a fait que 3 000. Ah, là, je vais me poser peut-être une question. Et comment ça se fait qu'il a fait 3000 km par an pendant 5 ans ? Et l'autre, c'est peut-être 11 ou 15 000. Donc là, il faut regarder un petit peu l'évolution des kilométrages, la constance. Ça permet de voir est-ce que le véhicule a été stocké, est-ce qu'il a peut-être eu un problème technique et il l'a mis dans le garage pendant 2 ans. Et ces éléments-là sont très importants pour voir le degré d'usure. Juste 20 secondes avant la fin. Finalement, la décote, si on n'a pas toutes ces informations, elle est de combien ? La décote de la voiture, si on a très peu d'informations, est-ce que... Il faut vraiment se baser dans ce cas sur l'évolution, je dirais le prix marché. D'accord. Quand on va regarder, on regarde le prix du marché. Cote Argus, voilà. Alors la cote Argus, non, c'est une cote. Les cotes Argus qu'on appelle cote Argus, ce sont des valeurs moyennes estimées. Par contre, la valeur marché, c'est-à-dire si je prends le véhicule que je veux vendre, je le mets sur le marché, combien en moyenne il vaut. Merci beaucoup, Moundir Guennou, d'avoir été avec nous, directeur France de Car Vertical. Je vous incite à aller à y aller parce que c'est très intéressant si vous voulez acheter des voitures, et c'est vrai que ça peut bien vous aider. Avec notre gagnante en ligne, elle est avec nous. Non. Evelyne Dugers. Allez, Evelyne Dugers. Bravo, elle n'est pas en ligne. On l'embrasse. En tout cas, elle a gagné ses places. Je rappelle qu'elle a gagné 2 places pour le championnat de France Superbike. C'est du 31 mai au 2 juin. C'est sur le circuit de Nogaro. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à partir de 17h, Philippe. Demain à partir de 17h pour les vraies voix. Tout de suite, Sud Radio à votre service. À 20h02, l'essentiel de Sud Radio, juste après le flash. Passez une belle soirée. Salut, à demain.